Voilà, donc l'objectif est de vous présenter un certain nombre de solutions d'éclairage applicables aux locaux tertiaires, puisque je crois que vous évoluez majoritairement dans des établissements publics d'administration, de bureaux ou autres. Ce que je m'attacherai à faire, c'est de pouvoir vous présenter un certain nombre d'éléments en lien avec ce que vient de faire la région Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir la direction de l'éducation et des lycées, que nous avons conseillé dans le cadre d'un consortium d'entreprises adhérentes au cluster Lumière, pour rédiger les spécifications liées à tout ce qui est luminaire, tout ce qui est confort visuel, en vue d'avoir les meilleures offres et des solutions pérennes qui permettent de passer en LED avec des solutions qui soient à la fois qualitatives et respectueuses de l'environnement et évidemment financièrement saines. Voilà, donc mon exposé va se décomposer en 4 critères. J'essaierai de faire une petite pause. Je pense que je ferai une pause au milieu après les normes et réglementations pour recueillir des questions dans le fil et y répondre. Et évidemment, à la fin, je pense qu'on laissera 5-10 minutes avant l'intervention de Cédric Milou de la région pour finir sur ces questions. Alors, quand on parle de solutions d'éclairage, que ce soit dans le tertiaire, soit dans l'éclairage public ou d'autres domaines, ce qui est important d'appréhender, c'est ce que l'on veut avoir en termes de confort. Et ce qui est important dans ce domaine, c'est évidemment, puisque maintenant la technologie, il s'agit de passer à la technologie LED pour les établissements qui sont encore en technologie, on va dire, traditionnelle, c'est de sélectionner, de pouvoir travailler sur des spécifications qui vont donner pour longtemps, puisque les LED sont des solutions qui durent longtemps, qui puissent garantir une qualité d'éclairage dans le temps, meilleure que celle que l'on avait précédemment avec les technologies traditionnelles, et évidemment avec des retours sur investissement qui soient les plus favorables possibles dans le contexte actuel. Évidemment, l'augmentation subite de l'électricité rend maintenant, depuis 1 à 2 ans, les solutions LED les rend plus attractives pour basculer de façon massivement. Et c'est ce qu'a décidé de faire la région avec un plan massif qui sera détaillé tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a tout à gagner en passer en LED, mais encore faut-il bien définir les exigences. L'objectif, c'est évidemment, avant le volet financier, c'est aussi d'améliorer la qualité de l'éclairage. Et il y a aussi, et ce dont je parlerai, il y a aussi un volet réglementaire qui n'est pas négligeable et qui vient accélérer le déploiement des LED, puisque à partir d'août 2023, les lampes fluorescentes, c'est-à-dire tout ce qui est technologie qu'on appelait souvent tube néon ou lampe néon, qu'on a souvent encore dans les locaux tertiaires, ces fameux luminaires à grille avec 1, 2 ou 3, 4 tubes, eh bien, ne sont plus disponibles à la vente en Europe chez les distributeurs ou dans n'importe quel point de vente. Ce qui fait que dès qu'il y aura un tube dit néon qui sera hors service, on ne pourra plus le remplacer. Donc, à terme, il faut anticiper cette réglementation pour passer en LED. Alors, critères de confort visuel, on va passer assez rapidement sur les critères. Je dirais que il y a d'une part la quantité de lumière, donc qui se définit en lumens. Par exemple, une dalle LED donne 3000 lumens, c'est une quantité de lumière qui sort du luminaire. Et de l'autre côté, on a une notion qui est plus connue du grand public, ce sont les lux, puisque les lux font partie de la réglementation. On sait par exemple que sur des espaces de travail, on veut des valeurs de l'ordre de 300 à 500 lux, qu'on mesure avec un luxmètre d'ailleurs. Et donc, voilà, ce sont ces 2 notions qu'on va retenir pour la quantité de lumière souhaitée dans un local ou en extérieur. Les lux mesurant une quantité de lumière sur une surface. Donc, c'est celle que l'on retient. Une autre notion qui est importante, qui définit la sensation d'éblouissement liée à un éclairage, ce qu'on appelle la luminance. Et ça définit l'impression désagréable qu'on peut avoir en travaillant sur son écran.
du fait d'un éclairage qui peut être à la fois la lumière du jour qui vient d'une baie ou l'éclairage électrique qui est au-dessus, au plafond, qui vient faire des reflets, par exemple, soit sur la table quand on écrit, soit directement sur l'écran. Donc là aussi, sont des notions qu'on mesure et qui permettent de définir des critères de qualité d'éclairage. Voilà, ici, là vous avez les 4 grands critères que l'on va définir pour la qualité d'éclairage. Le premier, c'est évidemment avoir suffisamment de lumière pour pouvoir lire, pour pouvoir se déplacer. Donc, c'est une notion de luxe qu'on veut avoir là où il est utile. Ça peut être au sol quand on circule, ça peut être sur la table quand on travaille. C'est le premier critère, celui que vous voyez sur effectivement un livre. Vous avez un deuxième critère qui est la luminance, donc c'est finalement le reflet sur nos yeux d'un éclairage qui peut être soit direct, venant des luminaires qui sont dans l'environnement, mais qui peut venir aussi par réflexion d'une surface qui est réfléchissante, comme un livre blanc, comme une table blanche ou un écran, évidemment. Voilà, donc ces 5 critères importants qui sont le niveau d'éclairement suffisant. Alors, une notion qui est importante aussi, c'est l'uniformité. C'est bien d'avoir un éclairement qui est suffisant dans un local ou à la tâche, mais il ne faut pas qu'il y ait des zones d'ombre. Je pense que vous pouvez percevoir ça à titre individuel quand vous êtes dans un salon, vous regardez la télévision le soir, vous êtes dans la pénombre. C'est avoir une source assez forte et une ombre entre vous et cette source est assez désagréable. Quand on travaille 8 heures par jour, 7 ou 8 heures par jour avec des points d'ombre, ça n'est pas satisfaisant. Donc, il faut une uniformité minimale, notamment pour des zones de travail où on travaille souvent. Il faut éviter d'être ébloui par une source, comme vous voyez ici, un éblouissement direct. Ça peut être des sources lumineuses qui sont dans le champ de vision ou qui sont assez visibles quand on est en position horizontale, c'est-à-dire en train de travailler sur son écran. Typiquement, les éclairages qui sont au plafond. Il faut éviter d'avoir un éblouissement indirect par réflexion. Et enfin, une notion qui est importante aussi, c'est le rendu des couleurs. On en parlera après. La lumière artificielle, donc celle venant des technologies, maintenant des LED, n'est pas aussi parfaite que la lumière naturelle. Les fabricants essayent d'avoir des mélanges de couleurs qui reproduisent le plus possible le spectre de la lumière du jour, mais voilà, tout n'est pas parfait. Donc, il y a là aussi un critère à satisfaire. Alors, confort visuel, on le mesure avec un luxmètre. C'est un diagnostic que vous pouvez faire dans vos locaux. Si vous avez moins de 200 lux dans une salle de classe ou un bureau, en dehors de la lumière naturelle, bien sûr, puisqu'il arrive que l'on travaille l'hiver, tôt le matin, où on n'a pas de lumière naturelle, il faut qu'on ait au minimum 200 lux, par exemple. L'uniformité. Alors, elle se mesure avec un éclairement, c'est l'éclairement minimal sur l'éclairement moyen. Donc, c'est ce qu'on pense si vous avez un 300 lux dans la pièce. Grosso modo, ou mettons 300 lux sur votre plan de travail, il ne faut pas que vous ayez moins de 200 lux en tout point de votre point de travail, sinon c'est mauvais. Vous voyez, sur cette photo de droite, on a typiquement un éclairage qui n'est pas très satisfaisant parce qu'on voit qu'on a des lampes assez directives et entre les différentes lampes, on a clairement des zones très sombres. Alors, le rendu des couleurs se mesure sur une échelle de 100 ou un pourcentage de 100%. La lumière naturelle atteint 100%. On le voit quand vous essayez un vêtement. Parfois, vous vous demandez, est-ce que ma cabine d'essayage rend bien? Est-ce que l'éclairage est vraiment celui que je vais avoir quand je suis dehors? Et est-ce que la teinte de mon vêtement est bien la bonne? Et certains même essayent de sortir dehors. Parfois, c'est mon cas. Voilà, donc on a, je l'ai dit, des technologies d'éclairage qui sont imparfaites. Les technologies conventionnelles l'étaient particulièrement. Vous voyez ici une lampe à vapeur de sodium, c'est les éclairages jaunâtres qu'on a dans les rues, dont on a encore beaucoup d'échantillons, parce que ce sont des éclairages qui n'ont pas encore été tous remplacés, qui ont la vie dure, mais qui ont un rendu qui est assez catastrophique, avec qui rendent tout l'environnement très jaune, comme vous le voyez ici, sur un bouquet de fleurs. Voilà, la lumière naturelle, elle n'est pas tout à fait parfaite, mais comme vous voyez ici, quand on parle de spectre de couleur, la lumière naturelle contient toutes les longueurs d'onde, c'est-à-dire toutes les couleurs
monochromatique dans son spectre, avec des différences selon l'heure de la journée, mais on est très, très homogène. Avec les technologies traditionnelles, c'est ce que vous voyez à droite, il y a des manques importants dans certaines couleurs, ce qui fait que certaines couleurs manquant dans le spectre, eh ben, elles sont moins bien mises en valeur, ce qui donne parfois l'impression qu'on avait de teintes un peu blafardes avec des tubes néons, par exemple. Et les LED, ben, les LED, c'est entre les deux, elles ne cessent de s'améliorer, et on voit déjà qu'elles ont un spectre qui est très bien réparti, vous voyez ici au milieu, avec des longueurs d'onde ici qui sont qui sont avec un pic. Alors, il y aura toujours un pic de bleu. Pourquoi un pic de bleu? Parce qu'à l'origine, la LED éclaire en bleu. Toutes les LED qu'on utilise aujourd'hui pour l'éclairage fonctionnel éclairent en bleu. Et on arrive à faire du blanc. Et ça, c'est une grande découverte qui a fait l'objet d'un prix Nobel. Et c'est en arrivant à éclairer blanc, en ajoutant des couches de phosphore de différentes couleurs, notamment du rouge et du jaune, pour, par synthèse des couleurs, arriver au blanc. Voilà. Un autre critère de qualité, c'est la température de couleur. Alors, il vous est parfois arrivé, en regardant l'éclairage de votre pièce, de vous dire, tiens, c'est bizarre, tel éclairage ou tel luminaire ou telle lampe n'a pas exactement la même couleur que l'autre. C'était le cas déjà avec les technologies conventionnelles. En fait, selon les fabricants vont faire différents poudrages de mélange de couleurs pour arriver au blanc. Et on a, dans ce qu'on appelle le blanc, une variation qui va d'une teinte qui ressemble vraiment, qui tire vers le blanc jaunâtre ou jaune, qui est celle de la lumière incandescente, les ampoules que l'on avait avant, ou proche de la flamme d'une bougie. Et inversement, on arrive à des blancs proches du bleu, qui, elles, sont utiles dans certains cas. Je pense aux univers, par exemple, de la pharmacie, des labos, où on voit une lumière très éclatante, très blanche, pour vraiment bien distinguer les détails et, voilà, et donner une impression de propreté. Voilà. Aujourd'hui, dans l'éclairage des locaux tertiaires, en général, on va se situer, vous voyez, plutôt au milieu ici, dans des teintes 3000 à 4000 K, degrés Kelvin, qui indiquent la température de couleur. Donc, c'est celle qu'il faut privilégier pour éviter d'avoir ici des teintes qui soient trop jaunes ou au contraire trop blanches qui n'iront pas dans les locaux. Un point important concernant les LED est un critère de ce qu'on appelle l'uniformité de couleur, parce que autant avant on avait des couleurs, des lampes qui étaient assez homogènes, autant avec il faut s'imaginer que les LED, des dalles LED, des tubes LED contiennent parfois des dizaines ou des centaines de petites LED très petites qui éclairent chacune avec une couleur particulière. Et ce qui fait la qualité d'un éclairage et un blanc homogène, c'est d'avoir toutes ces petites LED qui éclairent à peu près de la même façon, c'est-à-dire dans la même couleur. Or, c'est une intervention pour les fabricants qui est coûteuse et qui nécessite de faire un tri parmi les LED. Et donc, il peut arriver, certains fabricants proposent des couleurs qui ne vont pas être tout à fait homogènes, c'est-à-dire un 3000K affiché dans leur catalogue va se retrouver plutôt proche de 3300. Et quand on va le voir à l'œil nu que sur le luminaire, on a un blanc qui n'est pas tout à fait homogène partout. Donc ça, c'est un critère qui est important, qui joue sur la qualité. Alors, le confort visuel, on a parlé là des critères de qualité, plus particulièrement des LED ou des sources. Ici, on va parler maintenant du confort visuel qui s'attache à du travail, notamment, par exemple, de bureau ou des locaux d'enseignement. Le point le plus important de confort, ça n'est pas finalement la quantité d'éclairage, c'est-à-dire les luxes qu'on peut avoir sur la pièce, même si je vous ai dit que c'était important d'avoir un minimum sur sa table de travail ou pour travailler sur l'écran. C'est cette notion d'éblouissement qui va nous gêner pour nous concentrer, pour travailler. Vous voyez ici en bas un nombre important de luminaires dans une pièce, ça a l'air d'être peut-être dans une salle de restauration, peu importe. Et le fait de travailler, si on travaille, on est soumis toute la journée dans une ambiance avec beaucoup de luminaires, vous voyez, très diffusants, peut être assez fatigant à la longue et nuire à la qualité de concentration. C'est pour ça qu'on a un critère ici de confort qui permet d'occulter les LED
pour avoir un système plus confortable et ne pas finalement percevoir cet éblouissement que vous pouvez avoir ici typiquement dans un angle quand vous travaillez sur votre écran avec une vue horizontale. Il ne faut pas que vous ayez trop de luminaire, trop visuel dans votre champ de vision. Donc ça, on a un critère dans la norme qui s'appelle UGR pour ça. Et je synthétise, ici c'est un aide-mémoire que vous aurez, qui vous sera utile pour les critères que vous choisirez ou les diagnostics que vous ferez dans un premier temps, si vous souhaitez faire des diagnostics. Un aide-mémoire des critères de confort visuel pour les locaux tertiaires, des 5 critères de qualité qu'on a vus, avec les unités de mesure, la manière de les mesurer, parfois avec des instruments comme des luxmètres, parfois en regardant, vérifiant les fiches techniques des luminaires quand ils sont disponibles. Et après, vous avez les valeurs recommandées qui sont celles de la norme dont on va parler maintenant. Je finis aussi sur un point qui est évidemment important, c'est l'efficacité énergétique des sources lumineuses, avec 2 points sur l'efficacité énergétique. D'abord, la fameuse étiquette énergétique de l'éclairage qui n'a cessé de changer depuis maintenant une quinzaine d'années, depuis l'apparition des LED. Comme pour les machines à laver, comme pour l'électroménager, d'autres équipements, l'éclairage est soumis depuis longtemps à une étiquette qui a pour but de favoriser assez simplement les luminaires ou les lampes les plus performantes en allant vers, évidemment, le symbole le plus vert ici le code A. Cette étiquette n'a cessé de changer parce que les LED progressant extrêmement vite, on a dû revoir les classes. On est passé il y a 10 ans à A+, et maintenant A++ étant obsolète puisqu'on est encore plus haut, le législateur européen est revenu à des classes A à G. Donc retenez que si vous voulez avoir aujourd'hui des ampoules LED, alors par exemple pour les sanitaires, c'est là où on les retrouve le plus, dans les locaux tertiaires, ou des tubes à LED aussi dont on va parler, qui sont une solution pour les locaux annexes, pour les circulations. Donc pour les lampes d'éclairage, il faut privilégier des lampes des classes A à C qui garantissent au minimum 150 lumens par watt. Lumens par watt étant le critère d'efficacité énergétique. Je vous ai dit tout à l'heure que la quantité d'éclairage se mesure en lumens. Donc plus on a de lumens, plus on éclaire. Et évidemment, le rapport lumen par watt mesure l'efficacité énergétique. Pour 1 watt, plus on aura de lumens et plus la lampe sera efficace. Et aujourd'hui, avec les LED, on arrive pour les lampes efficaces, on arrive à plus de 150 lumens par watt. Pour donner une idée de ce qu'on avait avant avec les technologies conventionnelles, ce n'était pas plus de 70 lumens par watt pour les meilleurs tubes fluorescents ou tubes néons, dont on a doublé. Et on arrive même aujourd'hui à des lampes à LED de plus de 200 lumens par watt, qui sont encore un peu onéreuses, mais qui vont baisser en prix. Voilà, donc toutes ces étiquettes sont obligatoires sur les emballages et les étiquettes des lampes. Pour les appareils d'éclairage, c'est un petit peu différent. Donc là, il faut se rapporter aux fiches techniques des luminaires. On a une efficacité qui est demandée aujourd'hui d'au moins 120 lumens par watt. C'est le critère, je crois, qu'a choisi la région Auvergne-Rhône-Alpes parmi ceux qu'on leur a proposés, qui garantit d'avoir un rapport qualité-prix qui est suffisant. On peut avoir plus que 120, on peut avoir 140, 160. Il faut savoir qu'à partir de 140 lumens par watt, on a d'ailleurs le bénéfice de certificats d'économie d'énergie. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce dispositif. Voilà, avec donc des luminaires de très haute efficacité énergétique qui sont aussi plus onéreux. Voilà, donc il faut faire aussi là-dessus la part des choses. Évidemment, quand on a des durées de fonctionnement qui sont très longues, il vaut mieux viser des efficacités plus élevées et les luminaires seront rentabilisés plus vite. Voilà. Est-ce qu'à ce stade, je regarde si nous avons des questions? J'ai juste une petite réaction par rapport au C2E, à l'efficacité lumineuse, où en fait, notez que ça varie de 140 lumens par watt en fonction de l'indice de protection au choc et l'indice de rendu des couleurs. Donc il peut être, il y a 140 lumens par watt pour les luminaires classiques, et ça peut être 120 voire moins en fonction enfin si on est dans des luminaires qui en indice de protection.
plus élevé. Oui, absolument. Donc, évidemment, l'efficacité énergétique, elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend de la clarté, par exemple, du système optique. Si on a un système optique plus complexe qui est opalisé, donc qui laisse moins passer la lumière, parfois pour des questions aussi de réduction de l'éblouissement, on va réduire l'efficacité lumineuse. Donc, effectivement, votre remarque est très pertinente. Si on parle de luminaire classique de type dalle LED, par exemple, ou appareil LED pour étanches, pour par exemple les parkings, on peut parler de luminaire fonctionnel classique dès qu'on a des critères un peu particuliers qui nécessitent d'avoir des optiques un peu plus opalisantes, plus renforcées aussi contre le choc. Vous allez aussi parler, je crois, du rendu des couleurs. Si on veut un rendu des couleurs plus important, on va aussi baisser un peu l'efficacité lumineuse. Ça va modifier, voilà. Merci Vincent, mais pour cette question, je propose qu'on fasse maintenant les questions sur le fil de discussion. Donc, il y en a 2 nouvelles, Henri, si tu veux les prendre. Oui. Alors, l'uniformité minimale, alors il y a une norme dont je vais parler qui va y répondre, mais grosso modo, pour vous répondre à brûle pour point, l'uniformité minimale, c'est 60% sur un espace de travail, par exemple votre table de travail. C'est 40% dans un couloir, c'est-à-dire que si vous avez 100 lux dans un couloir, qui est le minimum demandé, il ne pourra jamais que vous ayez moins de 40 lux en tout point du couloir, y compris sur les côtés. Bureau de vérification type APAP, ces différents indices concernant nos éclairages. Alors peut-être voulez-vous dire qu'il y a effectivement, le bureau de contrôle vérifie les niveaux réglementaires. Je vais parler de la réglementation, donc effectivement, il faut faire attention à ça. Il y a des niveaux réglementaires qu'il faut respecter sous peine d'être enjoint de modifier l'éclairage. Bonjour, plusieurs établissements scolaires ont fait le passage au LED intégralement. Au bout d'un an ou 2 ans, ils n'ont pas constaté de baisse de consommation en kilowattheure. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Eh bien, que vous dire? Normalement, avec les LED, par rapport à une technologie conventionnelle, on économise directement 50 à 60%. Donc, ce qui peut expliquer qu'on n'ait pas eu cette économie, c'est que les LED avaient une efficacité vraiment très mauvaise, donc n'est pas la promesse d'efficacité lumineuse lumens par watt souhaitée, ou peut-être qu'on en a mis plus qu'il aurait fallu, et peut-être plus qu'on avait avant en termes de luminaires précédents. Ou alors encore qu'il y a une dérive sur l'utilisation. Il faut peut-être regarder ça. Est-ce qu'il y a un asservissement, une détection de présence? Est-ce que l'éclairage n'est pas resté allumé la nuit? Dans la consommation d'éclairage, il y a évidemment l'efficacité des luminaires dont j'ai parlé, mais il y a évidemment la façon dont on l'utilise et les dispositifs qu'on va mettre pour assurer une sobriété énergétique. C'est de la détection de présence, c'est de la détection de lumière, ce sont des horloges. Bref, tous les dispositifs qu'on doit avoir aujourd'hui pour assurer que l'éclairage ne va pas fonctionner quand il n'y a personne ou va fonctionner en mode réduit quand il y a suffisamment de lumière du jour, par exemple. Une question plutôt d'ordre réglementaire, quelle est la répartition de responsabilité sur l'obligation de remplacement entre le propriétaire et le locataire d'un bâtiment tertiaire? Alors, si vous parlez de j'aimerais savoir de quelle réglementation il s'agit. Est-ce que c'est la loi Vous pouvez prendre la parole si c'est… Oui, c'est ça, c'est la nouvelle loi à l'obligation d'août 2023 qui maintenant oblige à installer des LED, sachant qu'il n'y a plus d'autres matériels qui sont éligibles. Ouais, alors si je ne m'abuse, la loi n'oblige pas à mettre des LED, elle oblige à réduire la consommation, on est d'accord, mais évidemment les LED y participent. D'accord. D'accord, donc il y a d'autres matériels qui sont encore éligibles autres que les LED. Je ne crois pas que la loi éco-énergie fasse une liste comme les certificats d'économie d'énergie, par exemple, de matériel à remplacer. Elle dit il faut avoir une consommation qui baisse de 30%. Il y a une valeur relative ou il y a une valeur absolue, c'est-à-dire on peut choisir la méthode de calcul. Mais elle est globale, c'est-à-dire qu'elle englobe évidemment l'éclairage, la clim, le chauffage, l'isolation, etc. Mais par rapport à l'interdiction des tubes fluo? Oui, c'est ça, voilà. Alors celle-là, d'accord, oui, celle-là, effectivement, les tubes fluo disparaissent du marché, donc il va de toute
de toute façon falloir passer en LED pour éviter d'être dans le noir, hein, tout simplement, puisque si on ne peut plus les remplacer, il n'y a pas de solution. Donc, pour répondre quand même à vos questions, je dirais que d'après ce que j'ai vu de la loi économie-énergie tertiaire, l'obligation d'atteindre la réglementation à horizon 2030 pour le première date, elle est répartie entre le locataire, qui doit faire notamment des efforts de sobriété énergétique, sinon on n'y arrivera pas, et le propriétaire qui doit agir sur ce qui est de son ressort, notamment l'enveloppe du bâtiment, la GTB, par exemple. Oui, en effet, pour le dispositif éco-énergie tertiaire, non, je parlais en effet de l'interdiction des tubes fluo et le fait que du coup les locataires se retrouvent sans possibilité de remplacer leur luminaire si. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. C'est un peu une co-démarche entre le propriétaire et le locataire. C'est le locataire qui va être directement affecté parce qu'il va subir des zones d'ombre liées à des claquages et qui ne pourra pas remplacer. Donc, c'est au locataire d'alerter le propriétaire pour essayer que le propriétaire prenne en compte le remplacement complet, surtout si l'éclairage est vétuste, ou de cofinancer ensemble le remplacement, surtout si le locataire a des besoins assez précis. Voilà. Pardon de faire une réponse de Normand, mais je pense que ça va se faire. Oui, mais je comprends, c'est pas simple. Okay. Voilà. On va regarder si on trouve des éléments réglementaires sur cette question que tu poses, Vincent. Et puis, il y avait une question de M. Champier aussi sur une étude LED déconseillée pour les enfants des maternelles. Alors, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir que les enfants des maternelles, il y a une caractéristique, c'est qu'ils sont souvent couchés et où ils peuvent se reposer, faire la sieste et à ce moment-là, être soumis directement plus facilement à des éclairages qui sont au plafond, notamment des dalles LED qui peuvent être assez fortement éclairants. Donc, c'est pertinent d'avoir mené des études par rapport aux LED qui sont plus, en tant que telles, plus éblouissantes que les luminaires qu'on avait précédemment. Donc, effectivement, sur les maternelles, il ne faut pas déconseiller les LED parce que les LED, aujourd'hui, il y a toutes les technologies pour arriver à aussi bien avoir des longueurs d'onde qui sont décalées vers les jaunes et les rouges, c'est-à-dire moins dans le bleu, c'est-à-dire moins agressif pour les jeunes, et également avoir des dispositifs d'occultation qui font que la lumière est moins perceptible et permet aux jeunes, notamment à nos plus jeunes, de s'endormir, d'avoir leur horloge biologique qui est conservée. Donc, mais effectivement, il faut être précautionneux sur l'éclairage des crèches ou des écoles maternelles pour avoir un éclairage qui soit le plus qualitatif possible. Merci. Je propose qu'on continue et puis on reprendra une séance de questions à la fin. Très bien. Jusqu'à quand, Laurent, peux-tu me rappeler l'heure de fin pour ce qui me concerne, que je me cale vraiment? Oui, on va arrêter vers 12h10 pour laisser la parole à Cédric Miloud. Ouais, et donc, du coup, il nous reste un peu plus d'une demi-heure. Donc, ouais, je m'arrêterai vers midi pour laisser la place à des questions. Alors, je continue sur la réglementation qui a effectivement, et c'est logique, fait l'objet d'un certain nombre de vos questions. Alors, la réglementation, il y a en France un code du travail, donc une réglementation qui exige des niveaux d'éclairement minimaux pour travailler. Et alors, il y a à la fois un code du travail pour les établissements recevant les travailleurs, mais il y a aussi une réglementation dite ERP pour les établissements recevant du public que beaucoup d'entre vous occupent et exploitent. Donc, je l'ai dit, il faut respecter à la rénovation comme dans le neuf, respecter les minima. Évidemment, dans les ERP, on a des exigences qui sont un petit peu plus élevées, notamment pour tout ce qui est circulation. Voilà, donc marche d'escalier, couloir, etc. Donc, je vous ai mis ici le code du travail tel qu'il est. On a des valeurs qui ne sont pas très élevées, mais ce qui n'empêche pas d'avoir parfois des locaux qui sont en dessous de ces minima. Vous voyez, 120 à 200 lux pour des locaux affectés à un travail permanent. Je vous ai dit que 200 lux, c'était vraiment un minimum pour travailler dans des locaux où on doit lire, écrire ou travailler sur écran. Donc, voilà, si on n'a pas ces 200 lux, c'est vraiment pas très bon, mais on a encore une tolérance de la loi. Ce qu'utilisent les professionnels comme nous,
c'est une norme européenne qui définit des exigences qui sont plus détaillées et qui sont plus proches de la réalité de ce que l'on doit avoir pour avoir un confort visuel qui soit acceptable. Je parlerai après des normes sur l'efficacité énergétique qui sont différentes. Donc, c'est vraiment là, ici, les normes qu'il faut appliquer sur la qualité. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait les niveaux d'éclairement à maintenir. Donc, vous les voyez ici, par exemple. Là, ici, je vous ai mis des extraits de la norme la norme européenne qui a été modifiée il n'y a pas longtemps, il y a un peu plus d'un an, fin 2021. On doit respecter donc une uniformité minimale. Tout à l'heure, je vous disais 40% pour les circulations. Vous la voyez ici, uniformité, 40 pour 0,40. Un minimum de 100 lux, par exemple, ici au sol, avec un souhait d'aller jusqu'à 150 lux, c'est aussi une exigence nouvelle. Voilà, donc c'est cette norme-là. Si vous souhaitez vraiment être en lien avec les bonnes pratiques qu'il faut pouvoir se procurer auprès de l'AFNOR pour pouvoir l'appliquer. Et cette norme s'applique à peu près 300-400 tâches qui vont définir des travaux, des usages, que ce soit dans les locaux d'éducation, dans la santé, dans les bureaux, dans les commerces et dans beaucoup d'activités industrielles. Voilà, donc vous retrouvez l'éclairement, vous trouvez l'uniformité, vous trouvez le confort, le rendu des couleurs dont on a parlé, et vous retrouvez ici RUGL le niveau de luminance, c'est-à-dire la limitation en fait de l'éblouissement. Alors pour ce qui est de la réglementation énergétique, alors on a sur le chapeau ce dont on a parlé tout à l'heure maintenant, c'est-à-dire la loi éco-énergie tertiaire, donc de toute façon on doit faire des économies. Les bâtiments tertiaires, quels qu'ils soient, alors pas quels qu'ils soient, mais suivant la plupart, ceux qui sont pérennes en tout cas, doivent et non réglementés doivent faire l'objet d'économies d'énergie à horizon 2050, dont l'éclairage, mais plus particulièrement sur l'éclairage, on a un volet que beaucoup méconnaissent, qui est la réglementation thermique dans l'existant, qui est en fait le pendant de la réglementation thermique que tout le monde connaît pour le neuf, la dernière étant celle ce qu'on appelle la RE 2020, on l'appelle maintenant réglementation énergétique 2020, qui a introduit beaucoup de nouveautés sur la réglementation dans les bâtiments neufs, notamment des exigences d'éco-conception. Mais pour ce qui concerne la rénovation, on a eu aussi une réglementation qui a suivi tous les 5 ans, la dernière étant de 2018, donc qui va être révisée prochainement, et qui a des volets pour chaque type d'équipement, notamment la climatisation, mais pas que l'éclairage, la ventilation. Et on a ces obligations ici d'éclairage, par exemple, d'ambiance, qui doit être en dessous d'un seuil. Et vous avez l'obligation d'avoir de la gestion aussi dans les locaux, pour ceux en tout cas qui ne sont pas occupés en permanence et qui disposent de lumière naturelle. Voilà. Donc ça, c'est une réglementation à suivre. Je vais en venir maintenant, je crois qu'on a sauté un volet ici qui était la page de garde. Vous parlez maintenant des solutions, il est grand temps, parce que voilà, il reste une demi-heure. Parler rapidement des LED, donc les LED diodes électroluminescentes, plusieurs types de LED. Je vais passer là-dessus rapidement. Simplement, la LED est en général un composé de cristaux qui permet d'émettre de la lumière parce qu'ils sont soumis à une décharge électrique. C'est une technologie qu'on connaît depuis plus de 100 ans, mais il y a seulement une trentaine d'années qu'on sait faire du blanc avec cette découverte dont j'ai parlé tout à l'heure. Avant, les LED n'éclairaient que dans des couleurs monochromatiques de type verte, bleu ou rouge. Pour faire un luminaire LED, comme vous voyez ici en bas, ou une lampe à LED à droite, il y a besoin de beaucoup de composants. Donc, du point de vue, un bémol que je donne aussi ici sur les LED, c'est du point de vue de l'éco-conception de ce qu'on appelle l'énergie grise, tout ce qui est tout ce qui respecte l'environnement. On a malheureusement, la LED utilise beaucoup de composants qui sont faits par des spécialistes, parfois disséminés dans les 4 coins du monde. Voilà, donc un des enjeux, c'est de réindustrialiser toute cette chaîne qui aujourd'hui est pour la plupart faite en Asie. Que ce soit les puces, qui sont alors toutes faites en Asie, mais aussi des éléments comme l'électronique, le radiateur, puisque les LED sont des éléments qui chauffent, donc il faut les refroidir, et les optiques qui sont souvent, elles, par contre, faites en Europe. Il faut avoir les circuits les plus courts possibles. C'est un vrai travail pour la filière.
Un critère important pour les LED, c'est on parle d'excellente durée de vie des LED. Alors, c'est vrai, les LED durent très longtemps et peut avoir des promesses d'avoir un bâtiment neuf qui, jusqu'à sa réhabilitation, aura des LED qui seront encore éclairantes. Il faut quand même savoir que les LED perdent de la luminosité dans le temps, notamment si elles sont soumises à des chaleurs qui peuvent être importantes. Voilà, ceux qui ont, c'est pas le cas dans les locaux tertiaires, on n'a pas des chaleurs comme on peut avoir dans l'industrie ou dans certains locaux qui sont mal ventilés, par exemple. Mais voilà, il y a quand même un critère de durabilité des LED qui est important, qui est de perdre le moins possible de luminosité. Par exemple, ici, L80 signifie pas perdre de plus de 20% jusqu'à la mortalité des LED pour avoir un éclairement qui reste pérenne. C'est ce qu'on va retrouver sur les fiches techniques luminaires. Donc ici, un exemple de ce qu'on peut trouver sur des fiches techniques luminaires pour mettre en correspondance avec les critères de qualité. On a aujourd'hui, les fabricants sont obligés d'étiqueter avec beaucoup de critères, notamment ici le niveau d'éblouissement, l'UGR, le rendu des couleurs, le fait d'avoir le risque photobiologique qui est réduit au maximum, c'est d'avoir ce fameux pic de bleu qui est réduit, et également d'autres critères qui vont être liés au fait que la lumière est solide, ne permet pas peut se mettre dans différentes ambiances. J'ai ici fait une synthèse des différents critères de qualité qui sont assez proches de ce que l'on a préconisé pour la région et ce que la région a retenu. Voilà, avec cette efficacité énergétique pour les luminaires 10 standards, 120, je crois que la région a été un petit peu plus haut, c'est à 125 lumens par watt, une durée de vie, une garantie proposée au minimum 5 ans, c'est ce que doivent aujourd'hui tous les fabricants. Et ensuite, les critères de qualité d'éclairage que vous voyez au-dessus, un rendu des couleurs, un éblouissement maximal. Et après, nouveau point important, et la région a introduit quelque chose de très nécessaire, c'est aussi commencer à mesurer l'impact sur l'environnement des produits LED, notamment le bilan carbone des produits. Et la bonne nouvelle, c'est que la filière éclairage française a fait homologuer en Europe un protocole qui permet aujourd'hui, avec une méthodologie bien donnée, d'évaluer le bilan carbone des luminaires ou des sources lumineuses. Et voilà, il y a de plus en plus de fabricants qui commencent par donner l'ACV de leurs produits. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et la région a demandé aux fabricants qui répondaient à son appel d'offres de pouvoir se positionner là-dessus. Voilà, alors sur les LED, on sait tout faire aujourd'hui pour remplacer les éclairages précédents, des dalles LED pour les salles de classe ou les bureaux, ce qu'on appelle les downlights, ces luminaires ronds que vous voyez généralement dans les couloirs, des rubans LED pour les éclairages un peu artistiques pour donner du cachet, les tubes à LED pour remplacer les tubes fluo dans certains espaces. Voilà. Alors, quelle stratégie pour rénover dans ces locaux? Alors, 2 stratégies possibles. Ce qu'on appelle la rénovation, une autre qu'on l'appelle le rétrofit ou parfois relamping. La première solution, la plus simple et celle pour laquelle la région a opté, c'est le rétrofit, c'est-à-dire on remplace aux mêmes emplacements les luminaires ou les sources qu'on avait avant, ce qui évite de globalement recabler, retoucher au plafond, sous réserve bien sûr qu'on trouve un luminaire qui soit compatible. Voilà. Mais aujourd'hui, avec l'offre qu'on a en LED, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Autre possibilité, c'est de modifier les emplacements d'éclairage, modifier les commandes pour optimiser le nombre de luminaires. Alors ça a aussi un intérêt important. Dans le temps, les luminaires éclairaient souvent de façon moindre que les luminaires LED qu'on a aujourd'hui. On avait du coup parfois pas un suréclairage, mais un nombre de luminaires trop important par rapport à ce qui était nécessaire. Et aujourd'hui, avec des luminaires LED, on peut réduire le nombre de luminaires bien souvent. Donc, en fait, la stratégie de rénovation est pertinente parce qu'elle permet de mettre moins de luminaires. Par contre, elle met des coûts additionnels parce qu'il faut faire une étude d'éclairage qui garantisse qu'on va avoir le bon éclairement, le bon confort visuel. Et puis, il faut aussi faire des travaux additionnels. Voilà.
Donc, si on veut faire une massification, c'est plus rapide avec le rétrofit, vous le comprenez, parce qu'on a des solutions toutes faites de remplacement avec des équivalences, alors que sur la rénovation, c'est une solution qui est intéressante aussi, mais qui réclame plus de temps. Voilà, donc je l'ai dit, massification plus facile et rapide, évitement de travaux additionnels, notamment les faux plafonds. Si vous voulez réduire le nombre de luminaires, il va falloir retrouver des plaques de faux plafonds d'origine pour combler les trous. Et ça, parfois, eh ben, il n'y a pas. Donc, il faut soit repeindre, soit rechanger le plafond. Donc, c'est évidemment des… Voilà. Alors, solution pour les bureaux, des dalles LED qui peuvent être de différents types, mais globalement arriver à pour donner une moyenne de ce qu'aujourd'hui, ce qu'on considère raisonnable pour éclairer un bureau, on va dire, de 1 ou 2 personnes, mettons un bureau administratif de 10-12 mètres carrés, il ne faut pas plus de 2 dalles LED. Donc, si vous avez 3 dalles LED, vous pouvez faire un rétrofit. Ça peut être plus intelligent quand même de revoir l'emplacement pour n'en mettre que 2. Parce que 3, c'est pas tout juste pas nécessaire, mais encore une fois, c'était parfois le cas avant. Voilà, donc ça, si vous faites une rénovation, la bonne proportion, c'est ça, avec les critères que vous avez en dessous en point clé, limiter l'éblouissement avec des luminaires de bonne qualité. Évidemment, moins vous avez une luminaire, moins vous éblouissez aussi. Avoir des luminaires à intensité lumineuse variable pour réduire l'intensité quand c'est nécessaire, notamment dans les bureaux, vous avez presque toujours la lumière naturelle. Il faut pouvoir utiliser cette lumière naturelle pour réduire d'autant la lumière électrique. Donc, pour mesurer la lumière naturelle, il faut un détecteur qui peut être intégré au luminaire ou qui peut être indépendant. Alors, les salles de classe, qu'elles soient voilà, primaires, secondaires, ou aussi des salles pour les cours de formation continue. Ici, vous avez un schéma, un exemple de calcul sur logiciel qu'on a fait où vous voyez les luxes représentés. Et l'objectif, c'est que les luminaires sont en rouge. On voulait avoir un uniforme minimal d'au moins, là où sont les tables de travail, d'au moins 300 luxes. C'est ce pourquoi opter la région. 300 luxes minimaux pour les lycéens. Et donc, pour ça, on a déterminé que, par exemple, pour 60 mètres carrés, il faut à peu près 8 dalles. Alors là encore, pour un local standard, c'est-à-dire une hauteur qui soit moyenne, on va dire 2,80 m, et avec des surfaces de réflexion voilà, qui sont relativement claires pour favoriser la réflexion de l'éclairage, comme ce que vous avez sur la photo. Là aussi, il faut au maximum pouvoir utiliser un détecteur pour pouvoir faire des économies sur la sobriété énergétique, les salles de classe étant souvent, comme ici, ayant un côté qui est entièrement parfois dédié à des baies. Donc, avec une stratégie d'avoir, par exemple, deux détecteurs qui vont pouvoir asservir ici la partie des luminaires près des baies, séparément de celle qui est plus lointaine, qui, elle, aura nécessité d'être un peu plus fonctionnant à un régime un peu plus important, puisqu'il y aura moins de lumière naturelle. Voilà. Donc, ça permet de maximiser les économies par la détection. Alors, les couloirs. Donc, les couloirs, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui dans l'existant. On trouve le plus souvent quand même ce type d'éclairage, des petits spots ronds, souvent en général avec ce qu'on appelait des lampes économiques, qui étaient par 1 ou par 2, qui tenaient pas bien la route, notamment quand on les allumait, on les éteignait souvent. L'électronique était assez fragile. Aujourd'hui, il n'y a plus de souci avec les LED, on peut les éteindre, les allumer de façon très fréquente sans en souffrir sur la durée de vie. Et on peut remplacer ces anciens spots qu'on appelait downlight par des modèles en LED, notamment dans les locaux où les couloirs sont relativement étroits, puisque ces spots concentrent relativement la lumière au sol pour éclairer vraiment le couloir et éviter d'éclairer les espaces qui ne sont pas nécessaires, comme le plafond, évidemment, et les murs un peu moins aussi, puisqu'on veut surtout éclairer la circulation. Voilà, donc les couloirs de bureau, c'est ce qu'il faut privilégier. Vous voyez ici ce spot qui est un modèle efficient et qualitatif
où vous voyez ici peut-être une petite partie jaune qui est là, en fait c'est la LED. La LED, on ne la voit pas, elle est bleue, mais elle est recouverte d'une partie jaune qui sont justement ces couches de phosphore qui vont permettre de faire du blanc. Donc les LED, elles sont situées là et elles sont reculées dans le luminaire, ce qui fait qu'on n'aura pas d'éblouissement puisque les LED sont peu perceptibles quand on circule dans le couloir. Et c'est assez qualitatif par rapport à des spots qui peuvent être, eux, des LED qui peuvent affleurer au plafond où les LED sont très proches de la vitre et où là, un peu comme on a ici avec ces dalles LED, on sera plus facilement ébloui. Alors, des dalles LED, on les trouve aussi beaucoup dans les couloirs, notamment les couloirs d'école, parce qu'on a beaucoup d'élèves, donc on a conçu des couloirs assez larges, parfois 3 mètres, voire un peu plus, parfois avec des casiers, parfois avec des indications, des écritures, les noms des salles, etc., des affiches réglementaires. Et donc là, il faut pouvoir éclairer assez largement ces couloirs, contrairement au bureau. Et donc, les dalles LED qui diffusent plus largement sont une bonne solution. Et la région a choisi de faire un rétrofit de chacune de ces solutions, downlight ou dalles LED, d'autant qu'encore une fois, les dalles LED sont dans des espaces où ils sont en général bien appropriés. Voilà. Alors, point particulier essentiel pour les couloirs, si vous n'avez pas de détecteur de présence aujourd'hui, c'est obligatoire d'en mettre. À la rénovation, c'est absolument obligatoire, du point de vue légal déjà, en regard de la RT 2018. Et bien sûr, on regarde la sobriété énergétique. Après, charge à vous d'avoir une temporisation qui fait que l'éclairage ne se coupe pas trop vite quand quelqu'un a fini de passer, quelqu'un revient. Aujourd'hui, on peut régler comme on veut finalement le fonctionnement de l'éclairage pour que ça ne soit pas abrupt. On peut même réduire l'intensité un petit peu avant si l'éclairage est réglable pour que on ne s'aperçoive pas de l'intensité lumineuse qui augmente ou qui baisse. Mais voilà, pensez vraiment à servir un détecteur de présence qui sera indépendant et qui va, en gros, un détecteur de présence sur 7-8 mètres, c'est déjà 2 à 3 luminaires qui sont asservis. Voilà, luminaire intelligent. Alors, il y a aujourd'hui, on parle de smart lighting avec les LED et avec l'évolution de tout ce qui est électronique pour gérer les luminaires. On arrive maintenant à avoir on a depuis 2-3 ans des luminaires qui sont vraiment très efficients et qui peuvent être mis en rétrofit. C'est une option qu'a d'ailleurs choisi la région, d'avoir des luminaires qui se mettent en lieu en place des luminaires existants et qui permettent là aussi permettent en plus, par avoir des luminaires traditionnels, d'avoir une commande déportée qui peut être faite je dirais, par un smartphone, où vous allez pouvoir paramétrer les critères de fonctionnement, c'est-à-dire les lux que vous voulez avoir en permanence, par exemple 300 lux. Et les luminaires intègrent un détecteur de lumière et de présence à la fois, ils vont en fait s'autogérer en permanence dès qu'ils détectent quelqu'un en dessous ou la lumière naturelle à côté. Donc, c'est une solution qui est vraiment intéressante. Il faut savoir simplement prendre en main l'interface. Et il faut étudier aussi le retour sur investissement. Ces solutions commencent à être intéressantes dès qu'on a un fonctionnement de l'éclairage au moins 4-5 heures par jour. Elles sont évidemment plus onéreuses que les luminaires traditionnels sans intelligence. Mais voilà, si vous avez en revanche des salles qui sont éclairées de façon assez longue toute la journée, c'est vraiment une solution à privilégier. Et vous avez aussi une fabrication une partie de la chaîne de fabrication française aujourd'hui avec des acteurs français et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, on atteint, oui, un point important, jusqu'à 90% d'économie. J'ai parlé tout à l'heure de 60% d'économie, qui est le fait de passer en LED, saut technologique. Si vous ajoutez la sobriété énergétique, c'est-à-dire le fait de réduire le temps de fonctionnement ou l'intensité lumineuse, parce que réduire l'intensité lumineuse, ça fait des économies aussi proportionnelles en watts à l'heure, en kilowattheure, on peut atteindre 30% d'économies supplémentaires, c'est absolument pas négligeable. Voilà, alors, dernier point aussi sur d'une technologie qui a considérablement évolué, qui sont les tubes LED. Alors, les tubes LED sont apparus très vite avec la technologie LED parce que les fabricants se sont dit ça ressemble exactement aux tubes fluo, tubes néon qu'on a, donc
on va pouvoir les remplacer très facilement. Les tubes LED ont un avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a une efficacité lumineuse qui pour certains, atteint jusqu'à 180 lumens par watt, donc c'est assez considérable. Ils ont aussi un inconvénient. Alors, l'avantage, c'est qu'ils peuvent se mettre sans même nécessiter d'avoir un installateur, quelqu'un de qualifié, en lieu et place d'un luminaire. Alors, faites-le évidemment quand le luminaire est éteint et l'éclairage coupé, de pouvoir remplacer le tube par un autre tube et c'est compatible. Inconvénient, il faut faire des tests parce qu'il y a parfois des problèmes de compatibilité, non pas par rapport au tube, mais par rapport à l'électronique qui permet de limiter finalement tout ce qui est phénomène de les tensions, l'intensité pour que les tubes durent longtemps. Les ballasts d'origine des luminaires, parfois, ne sont pas compatibles avec ces nouveaux tubes LED. Alors, on a de moins en moins de problèmes. C'est 90 à 95% ne pose pas de soucis. Mais attention, si vous avez un relamping de 500 tubes à faire, n'y allez pas tête baissée. Il faut s'assurer que ça fonctionne bien et que c'est compatible. Voilà. Donc, il y a des tableaux d'équivalence qui sont faits pour ce faire. Autre inconvénient des tubes LED, ils vont se mettre quand même sur des appareils qui vont quand même fonctionner encore, si ce n'est le tube, tout ce qui est câblage, éventuellement l'auxiliaire existant, qui, eux, sont parfois anciens. Et donc, faire du neuf avec du vieux, ça peut être une mauvaise idée, surtout si c'est très vieux. Si on a un appareil de l'année 2000 ou même avant, ça peut arriver. Il vaut mieux remplacer complètement l'appareil pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Le fabricant va vous garantir son tube, il ne va pas vous garantir le fonctionnement de l'appareil d'origine. Autre inconvénient, si vous voulez faire de la gradation, c'est-à-dire de réduire l'intensité lumineuse par rapport à la lumière naturelle, donc pour des locaux qui ont de la lumière naturelle, c'est plus difficile à le faire avec des tubes LED qui en général fonctionnent encore en on-off. Mais c'est possible. Alors la gestion de l'éclairage, je l'ai dit, on fait des économies. Vous voyez ici, tout à l'heure, la question portait, on n'a pas fait d'économie. Il est probable qu'on a changé en LED, mais il n'y avait pas de gestion. Donc, on fait confiance aux occupants. C'est l'interrupteur. Si on oublie, c'est 100%, quoi. Avec la détection de présence, quand il n'y a personne, ça coupe à 100%. Avec la détection de lumière naturelle et sans présence, on voit qu'au milieu de journée, on consomme beaucoup moins parce que la lumière naturelle prend le relais. Et on est à nouveau à 100% le matin et le soir quand il n'y a plus de lumière naturelle. Et quand on combine les deux, ce qui est le plus efficient, on arrive à alors moins 60, et je l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui avec des chiffres qui sont un peu anciens, on arrive à moins 80, moins 90%. Voilà. Pour ça, il y a un protocole qui s'appelle DALI, qui est le protocole si on vous propose un luminaire DALI, et c'est un protocole normalisé qui ne dépend pas d'un fabricant en particulier, c'est qui permet justement de la gradation, c'est-à-dire de réduire l'intensité lumineuse. Alors, je vais finir pour vous parler du campus lumière, pour vous préciser que le cluster lumière allié au campus lumière à l'ENTPE a initié un bâtiment qui est tout à fait exemplaire et unique en France et en Europe, qui s'appelle Lumen, qui est à Confluence, que certains d'entre vous ont peut-être visité, qui a été inauguré fin d'année dernière, et qui est un lieu qui rassemble en son sein, donc c'est un bâtiment tertiaire qui est entièrement conçu et fabriqué sous fonds privés, qui rassemble à la fois la recherche, les entreprises et la formation. En l'occurrence, le campus, qui est un réseau d'établissements d'éducation dépendant du rectorat et qui associe également l'enseignement supérieur, a investi sur Lumen près d'1 million d'euros avec des espaces de sensibilisation que vous voyez ici pour attirer les jeunes lycéens, collégiens vers les métiers de la lumière, et également une salle de formation dans laquelle je me trouve d'ailleurs pour former tous les professionnels avec ici des différents espaces où on peut se rendre compte de l'éclairage, la qualité de l'éclairage tertiaire, ici cette configuration, la qualité de l'éclairage par exemple aussi de commerce. On a aussi un volet éclairage résidentiel. Voilà, donc vous êtes les bienvenus pour venir effectivement visiter ce site et également, pour ceux qui le souhaitent, avoir un complément de formation. Ça peut être sur une demi-journée
ou ça peut être sur une journée, si vous voulez avoir, si l'éclairage est un point important pour vous. Voilà, vous avez ici les acteurs qui nous ont aidés à réaliser ce site, sachant qu'on a également, le campus a également investi dans des plateformes technologiques dans des lycées de la métropole, par exemple pour l'éclairage public. Peut-être certains d'entre vous gèrent l'éclairage public. On a une plateforme éclairage public flambant neuve pour les bacs pro et les BTS au lycée Jacques de Flessel, voilà, dans le premier. Donc, qui va servir aussi bien aux jeunes qu'aux professionnels. Voilà, donc aujourd'hui, voilà tous les co-investisseurs dans l'Humaine. Alors, 70% d'argent public pour tous les équipements. La région, d'ailleurs, Rhône-Alpes a financé à 20%, les entreprises à 30% et le ministère de l'Éducation à 50%. Voilà, donc ici, les différents modules de formation qui sont aujourd'hui organisés avec 3 partenaires formation qui sont le GRETA, le NTPE, l'Université Lyon 1, aussi bien pour la formation, formation initiale que l'Université Lyon 1 porte notamment une licence et va porter un master éclairage à partir de 2024, que pour la formation continue. Le GRETA sur les formations plus niveau Bac Pro à BTS ou tout ce qui est fonction, installation et maintenance. Le NTPE de l'Université Lyon 1, plus pour la formation continue sur, par exemple, les diagnostics, la pratique des logiciels, la prescription, etc. Voilà, donc ici à l'Humaine, vous pourrez voir tout ce qui est avec des instruments de mesure, vraiment ressentir la lumière, la mesurer, faire changer la couleur à foison pour vous apercevoir de la différence, par exemple, sur des objets ou des environnements. Voir aussi ici un couloir qui est éclairé avec ce qu'on appelle notre tunnel, différents types d'éclairage pour montrer l'impact qu'on peut avoir à la fois sur les murs, sur des objets qu'on peut avoir au mur, sur le sol, voilà, pour montrer les différentes technologies et leur efficacité. On a également ça dans la salle de formation pour ce qui est d'une salle de formation d'un bureau. Ouais, je te coupe un peu, Henri. Merci beaucoup. Oui. C'est juste qu'il faut qu'on reprenne peut-être la séance des questions. Oui, il y en a beaucoup, je vois. Alors, il y en a beaucoup. On va peut-être repartir. J'ai fini, je mets une bibliographie et puis je vais y répondre. Oui, vas-y. Alors, serait-il possible de visiter sous regard technologique le site Lumen? Oui. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez regard technologique, mais Lumen est un site technologique, donc évidemment, vous aurez ce regard. Et d'autant plus qu'il y a des espaces très en pointe sur lesquels a investi le NTPE à la faveur d'un plan État-région. Donc, on a un volet techno qui est très fort. Combien de luxe acceptable en périphérie des salles de classe? Je dirais 150 à 200 luxe pour donner une moyenne. Ensuite, passer au… Avez-vous entendu parler Alors, je l'avais avant ça. Alors, comment je descends? Quelle est la consommation des détecteurs de présence et y a-t-il des cas où c'est pas rentable d'avoir toute la panoplie de gestion en fait? Alors, elle est effectivement, c'est une bonne remarque. Il y a une consommation des détecteurs de présence en veille, alors qui est réglementée, qui ne doit pas dépasser de mémoire 0,5 watts. Et quelle est la seconde partie de la question? Parce que je ne vois pas. Est-ce que c'est des cas où il n'est pas rentable d'installer toute la complexité de gestion, en fait, où on peut se contenter d'un luminaire de base? Oui, je dirais que c'est vraiment dans des… Je dirais qu'on peut encore opter pour une horloge ou une minuterie quand on sait qu'on a des locaux qui sont éclairés vraiment à heure fixe, je ne sais pas, 8h à 18h, et que les personnes majoritairement restent dans ces locaux et qu'il n'y a pas d'absence. Voilà, ça devient assez rare quand même, mais c'est possible. Donc, dans ces cas-là, voilà, ça peut ne pas être rentable. Voilà, alors, quels sont les défauts les plus fréquents sur les projets auxquels on doit être attentif sur les études d'éclairement? Oui, alors quand on vous soumet des études d'éclairement, c'est notre métier d'en faire, donc il faut évidemment faire attention aux paramètres qui sont pris en compte. Ça peut être évidemment les dimensions des locaux, la clarté des surfaces de réflexion, c'est-à-dire les murs, le sol, le plafond.
Si ces surfaces sont mates, on peut avoir jusqu'à 10 à 15% de différence à la fin sur l'éclairement, notamment dans les couloirs. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Il y a un facteur de maintenance aussi sur lequel il faut être précautionneux, c'est-à-dire la marge qu'on met pour tolérer d'avoir une baisse de l'éclairement dans le temps, sur lequel il peut y avoir des excès. Voilà, donner quelques données. Question sur la fabrication. Quels sont les composants meuniers spécifiques au LED et quid de la filière de recyclage associée? Peut-on récupérer les puces électroniques, réutiliser les matériaux ensuite? Alors, aujourd'hui, les composants miniers, il y en a beaucoup. J'ai dit, les LED, ce sont des composés de cristaux. Après, on a des matières plastiques. Après, on a des colles pour assembler les différents éléments. Ensuite, on a l'électronique, donc là où on a beaucoup de substances différentes, plomb, etc. Donc, on a évidemment des matières, tout ce qui joue, le mécanique. On a des métaux, évidemment, aluminium, acier. Donc, il y a beaucoup de choses. On peut récupérer un certain nombre de choses et certains fabricants ont mis en œuvre un protocole qui s'appelle ZAGA, qui permet de récupérer, d'interchanger certaines pièces entre elles, avec une liste de compatibilité. Il y a encore beaucoup à faire. Voilà, on va dire que c'est un point dur de la filière. Lorsque le fabricant indique uniquement 50 000 heures, est-ce qu'il s'agit bien de la norme 80 B10? Absolument pas. Donc, il faut absolument 50 000 heures. Si un fabricant vous dit ça, ça n'engage que lui, parce que 50 000 heures, ça peut être dire mon luminaire éclaire encore, peut-être qu'il éclairera presque plus en fait. Il fonctionne encore, ou il y a encore une LED qui fonctionne sur 10. Bon, en général, elle fonctionnera encore bien, mais il faut exiger d'avoir cette valeur 80 B10, donc 80%. Alors, L80, ça veut dire qu'à 50 000 heures, c'est toujours associé à une durée de vie. Ça veut dire qu'il y a encore au moins 20% de lumière résiduelle. Donc, si vous avez 3000 lumens, 80 fois 3 fois 8, il y aura encore 2400 lumens, mettons, d'éclairement à 50 000 heures. Et 10, parce que vous ne m'avez pas posé la question, mais B10, c'est encore le pourcentage de LED qui vont encore éclairer à plus de 80%. Alors, c'est un peu technique, mais retenez que ça veut dire qu'il y a une marge d'erreur que de 10% seulement sur ces 80%. Donc, il faut avoir B10 ou maximum B20 pour éviter d'avoir sur un lot de LED une erreur. Durée de vie des LED, la durée de vie électronique qui les fait fonctionner, absolument pas. Donc, ça, c'est une question vraiment une excellente question. Les drivers qui sont l'électronique, on ne voit pas ce que sont en général à l'intérieur du luminaire ou au-dessus du faux plafond, qui permettent aux LED de bien fonctionner, ont une durée de vie qui est souvent moindre que celle des LED, qui est souvent exprimée en taux de panne pour 10, 20, 30 000 heures. Donc, il faut demander ce critère-là, demander une garantie, mais au moins demander le pourcentage de défaillance pour un nombre de milliers d'heures. Et effectivement, c'est souvent ce qui peut lâcher en premier. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Un webinaire à ce sujet a été fait en 2021 par l'AFE, par Idealco sur prescription dans les locaux. Ouais, mais ça, c'était sur les maternelles. Pardon, alors, je descends, excusez-moi, je descends. Dans mes chantiers, on a souvent eu l'électronique qui a lâché avant le LED, donc ça, forcé d'être remplacé. Donc oui, alors, point important, aujourd'hui, on a des fabricants qui proposent, et de plus en plus, des luminaires dont les drivers peuvent être remplacés. Et donc, il faut autant que possible opter pour cette solution, parce que même si le driver est défaillant avant les LED, vous pourrez le remplacer sans avoir changé l'ensemble du luminaire. Voilà, donc ça, c'est un point absolument essentiel. Privilégier des drivers remplaçables et même aussi des optiques remplaçables. Nous demandons des études d'éclairement pour les projets que nous subventionnons. Elles sont réalisées gratuitement par les fournisseurs de luminaires. Alors, très bien, simplement, ayez un œil indépendant autour de vous, ou faites-vous votre propre opinion des projets que vous pouvez avoir. Les luminaires sont là pour vous vendre des luminaires. Les fabricants, pardon, sont là pour vous vendre des luminaires. Plus ils en vendent, et mieux c'est pour eux. Donc, gardez simplement ça à l'esprit et essayez d'avoir un œil le plus critique possible sur le dimensionnement de ce qui vous est proposé. Donc, il faut avoir un petit peu il faut connaître un peu comment sont faites les études d'éclairement et les critères principaux qui permettent de dimensionner l'éclairage.
Voilà, nécessité d'un maître d'œuvre ou d'un expert, tout à fait, absolument. Bonjour, je vais devoir vous quitter. Comment fait-on pour récupérer l'enregistrement du webinaire? Ben ça, je vous fais confiance à Laurent pour le diffuser. Voilà, Peut-être la dernière question du ciel, Théo, là, selon la norme NF-EN 12464, on doit avoir des éclairements en uniformité. Oui, alors je suis un peu, je suis d'accord. On peut dire que ça va augmenter un peu les consommations parce que on avait des luminaires qui se focalisaient vraiment sur le sol et donc en termes de lumen utilisé, il y avait une surface moins grande à éclairer. Maintenant, le législateur européen, en termes de qualité d'éclairage, c'est la CIE, et voilà, Commission internationale, est là pour avoir des garde-fous et pour pas que les impératifs de consommation prennent le pas sur la qualité d'éclairage. Donc là, on a un ajustement qui, pour les professionnels de l'éclairage dont je fais partie, est une bonne chose. Il faut éviter d'avoir des couloirs où clairement les murs et le plafond sont sombres parce que c'est pas très agréable, clairement. Voilà. Donc c'est un bon rééquilibrage et on peut quand même avoir des luminaires qui sont efficients. On ne demande pas non plus d'avoir plein feu sur les murs et les plafonds, mais simplement d'éviter les excès. Alors, quelle est la consommation des détecteurs? On l'a déjà vu, en fait, on a déjà fait, donc c'est terminé là. C'est terminé. Merci beaucoup, Bon, voilà. Merci et bravo pour le sprint final, Henri. Ouais, j'ai essayé de faire au mieux. Donc, pour répondre aux questions, oui, toutes les présentations et l'enregistrement seront disponibles sur le site Réno Tertiaire et seront envoyés de toute façon à tous les participants. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je pense que dans ta présentation, Henri, tu as dû mettre tes coordonnées, celles du cluster, celles du campus Lumière. Et donc, vous aurez tous les éléments pour reprendre contact avec Henri ou le cluster ou le campus Lumière si vous le souhaitez. Et puis, donc, merci beaucoup, Henri. On va passer directement à la présentation de Cédric Miloud sur comment la région a traduit ça en opération de massification de la rénovation de l'éclairage des lycées. Cédric, tu veux prendre la main sur la présentation? Je prends la main. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, ça fonctionne super. Tu peux peut-être mettre en plein écran si tu veux. Mais... Ouais, je vais mettre en... Donc, je te laisse te présenter, puis vas-y. Ouais. Donc, Cédric Miou, je travaille donc à la direction de l'éducation et des lycées au sein du service de la performance énergétique. Et je suis donc le chef de projet du plan de sobriété et d'énergie des lycées. Effectivement, donc je vais vous présenter rapidement, mais très très rapidement, le plan de sobriété qui a été adopté au mois d'octobre 2022 comme une grande partie des collectivités territoriales suite à la crise ukrainienne et au post-Covid. Donc notre PSEL, donc c'est comment on l'appelle, il détaille la stratégie régionale en matière d'adaptation au changement climatique et d'efficacité selon 3 cibles que l'on a choisies. Donc d'une part, la performance énergétique, l'adaptation au règlement climatique et la lutte contre son réchauffement, et aussi la diminution à l'exposition à la volatilité des prix d'énergie qu'on a connue récemment et encore aujourd'hui. Donc, il se décline en 13 actions et aujourd'hui, donc l'objectif est pour la région, c'est de faire moins 30% d'économie d'énergie d'ici fin 2024 à travers ce plan par rapport aux données 2022. Donc aujourd'hui, petite idée, on est à peu près à moins 14%, donc on est à peu près à mi-chemin. Donc, et là, plus particulièrement, donc on a 13 actions là-dessus, et plus particulièrement, on a l'action 5, qui est le plan généralisé de passage des éclairages en LED de l'ensemble de nos établissements, donc de nos lycées. Donc, à savoir que les lycées, c'est 300, on a 305 lycées, 5,8 millions de mètres carrés, donc effectivement, la facture peut être importante
Donc l'action 5, je vous la présente rapidement, c'est le plan massif et généralisé du passage en éclairage en LED. On estime une économie de 10 à 15% de consommation d'électricité. Donc on a débuté en novembre-décembre déjà de changer ces luminaires. Et donc on a jusqu'à 2024 pour passer à 100% l'ensemble de nos lycées. Donc, qui va nous aider à mettre en place? Donc, bien sûr, les adjoints gestionnaires dans les établissements, les responsables d'équipe région en lycée, les agents de maîtrise. Par contre, on a choisi plutôt d'acheter les luminaires et de faire installer par nos équipes les luminaires LED. Donc voilà, bon, ça je vais passer assez rapidement, comme j'ai pas beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, l'état d'avancement de cette action 5, quand même, il faut le dire, donc 30% des lycées ont déjà été faits sur 2021 et 2022 d'une opération de LED partielle ou totale. C'est pour ça qu'on peut estimer à 10 ou 15% de réduction de consommation d'énergie. Donc, on a fait un sondage fin 2022 pour savoir le besoin de nos établissements. On a un guide du passage en LED qui est disponible sur www.guideenergie.fr. Donc, c'est un site qui est ouvert à toutes les collectivités, donc il n'est pas fermé. Donc là, il y a un premier guide qui a été effectué en 2015 et on est en train de travailler justement avec le cluster sur la deuxième version, une mise à jour de ce guide d'éclairage. Donc, on a déjà fait 2 vagues de commandes. Donc, fin janvier à fin 2023, on a utilisé le marché du RESA qui nous a permis de commander donc à peu près pour aujourd'hui, je crois, on est à 2,5 millions d'euros de luminaires. Et au 1er juillet, donc dans quelques jours, normalement, on devrait avoir 165 établissements qui seraient posés en éclairage LED. Et là, on va dire mon intervention d'aujourd'hui, c'est plutôt par rapport à septembre 2023. Donc, la région a décidé de faire son propre marché et d'inclure aussi ce marché à travers la centrale d'achat de la région. Donc, ça veut dire que toutes les collectivités adhérentes au marché régional pourront utiliser ce marché pour éventuellement commander des LED. Donc, pour ces besoins, la région a voté 5 millions d'euros complémentaires pour justement équiper entre 80 et 100 établissements supplémentaires et poursuivre l'action en 2024 pour atteindre les objectifs, on va dire, de 100% des établissements en éclairage LED. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce marché? Donc aujourd'hui, pour tout vous dire, ce marché est en cours d'analyse. On va passer normalement en commission d'appel d'offres le 3 juillet prochain. Donc là, je vous présente juste le marché et on devrait avoir une notification pour septembre. On pourra utiliser le marché à partir de septembre, octobre. Quels sont les besoins et les attentes? Donc les besoins, c'était réaliser des économies d'énergie sur le poste éclairage, donc par rapport aux objectifs UPSEL, une meilleure qualité d'éclairage et un meilleur confort aussi pour les usagers. Donc, dans certains locaux, on avait un éclairage insuffisant. Aussi, au niveau du gain de temps de la maintenance, donc réfléchir sur un éclairage qui soit adapté. Et justement, Monsieur Couloum en a parlé, donc effectivement, d'avoir toujours, on va dire, la partie électronique qui soit complètement maintenable et détachée du luminaire en lui-même, et au moins avoir une bonne durabilité des produits. Donc, au moins, au minimum 5 ans, comme vous en avez parlé précédemment. Donc, l'objectif, c'est renouveler 500 000 points lumineux d'ici fin 2024. Quelle est la forme de ce marché? Donc, on l'a alloti en 3 lots géographiques. Donc, pourquoi 3 lots géographiques? Puisque derrière les lycées notre structuration est classée par rapport aux académies du rectorat. Donc, effectivement, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 3 académies. Donc, l'Académie de Lyon, l'Académie de Grenoble et l'Académie de Clermont. On a choisi un multi-attributaire en cascade, 2 attributaires par lot,
Pourquoi? Parce que si éventuellement le fournisseur que l'on a choisi ne peut pas nous livrer dans les temps ou ne l'a pas en stock, on demandera donc au deuxième attributaire de pouvoir nous livrer. La durée du marché, c'est 2 ans, reconductible 2 fois, donc 12 mois plus 12 mois. C'est un appel d'offres ouvert, on a publié le 10 mars, on a reçu les offres le 26 avril, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on devrait passer en commission d'appel d'offres le 3 juillet, donc dans une semaine. Le montant total de ce marché est estimé à maximum de 30 millions d'euros hors taxes. Quels sont les types de produits que l'on peut retrouver dans ce marché? Donc, principalement des dalles carrées 600-600. C'est ce qu'on a sur nos établissements pratiquement dans 80% des cas. On a aussi des dalles rectangulaires, des Dunlike, des rampes asymétriques pour les tableaux, des rampes étanches, des hublots, des projecteurs. On a aussi aussi mis sur ce marché les différentes sources lumineuses LED qu'on pourrait trouver parce que dans certains cas, on va changer uniquement, on va dire, l'ampoule, le tube, l'ampoule ou le spot. Sachant qu'on est quand même sur un système de massification, il faut qu'on aille très vite. Donc, on va pas aller sur du relighting, mais on va vraiment être sur du relamping, donc du 1 pour 1, principalement. Les critères d'analyse de marché, donc effectivement, on a 4 critères différents. Donc, d'une part, le critère prix, bien sûr. Un gros critère sur la qualité du matériel par rapport à l'efficacité énergétique, la résistance au choc, la protection contre l'intrusion de solidés liquides, le taux de défaillance, la facilité et l'universalité du branchement luminaire driver, c'est ce que je disais tout à l'heure, la durée de garantie, bien sûr. Un troisième critère, c'est la qualité de service qui nous semblait vraiment important, c'est l'adaptation au diamètre d'encastrement des données existants. Donc effectivement, par rapport au marché, il faut pouvoir s'adapter. Une solution de reprise. Ça veut dire que l'entreprise qui a été choisie doit reprendre les luminaires qui seront donc enlevés par nos agents et de manière gratuite, parce que on s'est rendu compte que si nous, collectivités ou l'établissement, donc le PLE, le lycée, va à la déchetterie déposer ce luminaire, ça nous coûte. Donc effectivement, on a mis dans ce marché la reprise par le fournisseur de ces luminaires, puisqu'on paye de toute façon la taxe éco-distribution. Et bien sûr, les délais de livraison, parce qu'on est quand même sur un délai assez court, et dans les lycées, on ne peut pas travailler en plus pendant les vacances, les grandes vacances, puisque les agents sont en congé et le lycée est fermé. Quatrième critère qui est important pour nous, c'est la disposition environnementale, mais concernant la réparabilité des luminaires, il faut que ça soit réparable. La limitation de la production des déchets lors de la fabrication, l'emballage et le colisage, et l'impact au carbone des luminaires. Ce qui nous a permis justement de pouvoir intégrer des produits plutôt régionaux par rapport à des produits qui viendraient de l'autre bout du monde. Donc, ce qu'il faut savoir, donc M. Couloum en a parlé tout à l'heure, c'est que derrière, on a quand même une chaîne de fabrication en Auvergne-Rhône-Alpes de plusieurs fabricants, donc avec qui on va peut-être pouvoir travailler si ils nous ont transmis une très bonne offre. Mais ça, je pourrais en parler qu'à partir de septembre. Voilà, c'était hyper rapide parce que j'avais peu de temps, donc je crois qu'il me reste que 5 minutes pour les questions. Donc n'hésitez pas. Là, on vous transmettra tous les éléments. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Oui, donc n'hésitez pas à poser vos questions là, sur ce marché de la région, à la fois dans sa mise en œuvre, son application, mais aussi sa particularité qui est
d'être ouvert à partir de septembre à toutes les collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes qui adhèrent à la centrale d'achat et qui permet quand même d'ouvrir très largement pour celle-ci de profiter de cette offre de luminaires de qualité à un prix collectif, quoi. Voilà. Donc, je vois aucune question dans le chat. Il n'y en a pas du tout. Et c'est le temps d'aller manger. Il y a une question administrative qui vient d'apparaître. Ah, Complexe d'un attributaire principal et d'un attributaire de secours. ouais, c'est des marchés vraiment pas simples à monter. Ça, c'est clair. Donc, administratif, comment ça se passe? C'est effectivement, on choisit un principal. Si le principal nous dit non dans un certain délai, et ben derrière, on a le droit de passer au second. Et le délai, c'est à peu près combien? Tu as une idée? Un jour, 2 jours, une semaine? C'est normalement sous 48 heures. D'accord, c'est assez rapide quand même. Ouais, ouais. Mais Il y avait quand même une question que tu ne nous as pas précisée, là, c'est à qui les collectivités doivent s'adresser. Est-ce que tu peux nous transmettre les contacts de la centrale d'achat? Comment ça se passe? oui, donc il y a un site internet spécifique, centrale d'achat, hein, pour ceux qui connaissent déjà. Donc c'est la centrale qui est utilisable pour déjà les denrées alimentaires, donc c'est la centrale Régalim. Mais je vous enverrai donc une petite plaquette. Mais je mettrai le lien de la centrale dans la présentation. Je la compléterai comme ça derrière, vous aurez tous les éléments pour regarder. Et donc, il faut que les collectivités viennent adhérer à la centrale d'achat Oui, dans un premier temps et ensuite oui, en bénéficier c'est ça. Donc, en gros, pour les collectivités, il y a un montant d'adhésion. Pour les collectivités locales dont la population est inférieure à 2000 habitants, c'est 150 €. Pour les collectivités compris entre 2000 et 10 000, c'est 500. Et les collectivités dont la population est supérieure à 10 000, c'est 1500. Et derrière, l'acheteur s'engage aussi en plus à verser une participation annuelle à hauteur de 1% du volume hors taxe passé par la centrale pour justement payer les différents fonctionnaires qui s'occupent de cette centrale. Alors, il y a une question de Monsieur Chantier, mais il me semble me rappeler que donc là, on parle Ouais. donc pour les collectivités, le marché est accessible à Oui, tous via la centrale d'achat. Par contre, pour tous les privés, le marché n'est pas accessible et donc il non, faut que des centrales d'achat d'établissements privés peuvent s'inspirer en fait des spécifications du marché région pour faire. oui, oui, ça on peut envoyer le marché, il y a aucun problème de ce côté-là puisqu'il a été publié. Donc, au moins, on pourra transmettre pour ceux qui le souhaitent le marché qu'on a réalisé. Après, il y a une question sur les luminaires plus chers localement, enfin les luminaires régionaux plus chers. T'en sais rien encore ou... En fait, compte, on a fait le choix justement, effectivement, d'acheter des luminaires locaux un peu plus chers, mais on y a regagné derrière en le faisant installer par nos équipes. Donc, c'est un choix, effectivement. On a fait ce choix de prendre plutôt des luminaires qui avaient une bonne performance et qui justement pouvaient être fabriqués, distribués en local. C'est un choix que la région a émis de développer sa filière industrielle pour subvenir à ses propres besoins. Et là, du coup, la question suivante porte justement sur la mise en place des luminaires par vos équipes et la complexité ou pas de la gestion des luminaires ou comment ça se présente. Il y en a déjà pas mal qui ont été installés là. Quel est le premier retour? Le premier retour, ça se passe plutôt bien. De toute façon, c'est des électriciens. Bon, la seule problématique, on va dire que ça a été avec le fournisseur. Avec le fournisseur qui a eu un peu de retard au démarrage. Bon, là, c'est en train de se rattraper sur les livraisons. Mais autrement, ça se passe plutôt bien. De toute façon, dans les lycées, c'est vraiment, on a des gens c'est des électriciens de métier. Donc, c'est leur métier. Ils l'ont appris. Et en plus, on a retravaillé avec la DRH pour justement travailler pour tout ce qui est outils de sécurité
en global, mais ça, on pourrait vous le faire passer aussi, puisque c'est un travail qu'on a fait justement dans le cadre d'installation d'éclairage, quels sont le principe de sécurité à mettre en place pour nos agents. Et du coup, la question aussi de la gestion, donc capteur de luminosité, capteur de présence, comment ça se présente? Et les DALI, là, tout est dans le DAL, ça marche? Non, alors s'il n'y a pas, on va pas aller sur du DALI ou on complexifier l'installation, surtout pas. On compte sur l'usager, hein. On compte bien sûr sur l'usager. On a mis un plan de sobriété, donc c'est l'action 3 pour éteindre les luminaires. Mais on va pas complexifier. On va dire, ce qui peut être intéressant, c'est surtout pour les communs, où là, il y a un intérêt, il y a du passage. Par contre, une salle de classe, elle est allumée le temps qu'il faut. Et derrière, effectivement, on pourrait améliorer les choses, mais il faut qu'on aille vite. Donc, on va pas aller sur du DALI pour les salles de classe ou sur du lumineur, d'une luminosité pour ces salles-là. On va le faire en neuf, mais là, on est vraiment sur du remplacement et on fait vraiment du relamping. Et alors Thierry, enfin une dernière question du ciel et puis après on arrête. Est-ce que c'est obligatoire? C'est vrai que peut-être Henri Coulomb-Labarthe pourrait nous répondre là-dessus. C'est obligatoire quand on fait du rétrofit là ou de la rénovation de mettre de la télégestion, enfin de mettre de la gestion luminosité et détecteur de présence? Non. Oui, vous m'entendez? Oui. Ouais, alors là, il y a un point réglementaire ici qui est soumis à différentes interprétations. En fait, il est écrit dans la réglementation que dès qu'il y a un remplacement des installations d'éclairage, effectivement, dès qu'il y a de la lumière naturelle disponible dans les locaux, il faut effectivement avoir une gestion. Donc, ça concerne ça les classes de bureau. Voilà, donc, pour moi, l'esprit de la loi, c'est de mettre de la gestion et de faire de la sobriété énergétique. Après, il y a une interprétation qui est faite qui est soumise à questionnement sur qu'est-ce que c'est que remplacer les installations d'éclairage. Si on considère que c'est l'ensemble des câbles, en plus des luminaires, puisque les luminaires sont remplacés, et effectivement, il faut le faire. Si on considère que que les installations, je m'exprime mal. Si on considère que dans les installations, il y a forcément les câbles à remplacer et qu'on le fait pas, c'est ce sur quoi pense c'est l'interprétation de la région, c'est que dans la mesure où elle remplace pas les installations complètes avec le câblage, la gestion n'est pas une nécessité de la loi. Voilà. Oui. C'est ça, hein, je crois, Cédric. C'est ça, c'est complètement, on l'a nous vu comme ça. C'est qu'en fait, quand on remplace juste la source lumineuse, on va pas remplacer complètement l'installation électrique. Pour moi, l'installation électrique, on part du TGBT, on va changer les câbles, on refait tout. Alors que là, en fait, c'est comme si on changeait une ampoule. Bien sûr, on change le luminaire en lui-même, mais au final, on va pas, parce qu'autrement, ce serait des budgets autres que les 20 millions qu'on a prévus pour remplacer l'ensemble des luminaires. En tout cas, c'est une très belle initiative et puis on espère qu'il y a pas mal de collectivités qui vont en profiter, qui vont pouvoir en profiter. En tout cas, nous, on sera attentifs à voir les collectivités qui vont se lancer avec vous dans cette centrale d'achat. Je vois la remarque sur les établissements privés. Oui, mais je pense que le CEDRE qui est présent aussi aujourd'hui est tout à fait en mesure de faire le même marché pour d'autres établissements. Et donc, tout le monde va au final pouvoir bénéficier de ce type d'offre. Vous avez bien dégrossi la question sur la qualité des luminaires, sur les luminaires régionaux. Il y a eu un gros travail de votre part qui va pouvoir profiter à tous, de toute façon, public ou privé. Donc, il me reste à vous remercier beaucoup. Merci Henri et Cédric pour vos présentations.
Merci à tous les participants. Donc, tout vous sera envoyé, sera disponible très rapidement sur le site Internet. Et puis, on espère qu'il y aura pas mal de remplacements de luminaires et que très rapidement, on sera tout passé en LED, en tout cas partout où c'est nécessaire et utile, et que les consommations vont baisser significativement, comme ça a été dit dans les présentations. Merci beaucoup, bonne fin de journée à tous, et puis un prochain rendez-vous en septembre pour pour les prochains rendez-vous sur les CEE, les CPE et la qualité de l'air intérieur. À bientôt. Merci. Merci, bonne journée à tous.